En tout temps et en tout lieu, que votre pense ne devance jamais votre pensée. Rassurez-vous, cette boutade n'est pas de moi, mais plutôt de Raymond-Édouard Ouédraogo, ancien ministre de l'Information du Burkina, qu'il a seriné en 2003 en guise de conseil aux étudiants sortants de l'ancien Centre de formation professionnelle de l'information CFPI, devenu aujourd'hui Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. En tout cas, pour Raymond-Édouard Ouédraogo, journaliste de son État, je cite, « Quand on vient dans ce métier, la plus grosse fortune que l'on puisse amasser, c'est l'intelligence du temps, la capacité d'analyse des choses, la contribution permanente à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est un véritable sacerdoce. » Fin de citation. Un sacerdoce que nombre d'entre nous, journalistes et communicateurs, pratiquons avec plus ou moins de rigueur réussie et avec aussi souvent pour seule récompense la reconnaissance des populations, des pairs, de divers acteurs et de l'État. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Périscope qui se propose de vous amener aujourd'hui sur les sentiers de la méritocratie et de l'excellence dans l'exercice de cette noble profession de journaliste que je partage avec mes éminents invités. À la veille de la grande soirée de récompense aux professionnels de la presse et de la communication, il nous a paru utile de faire avec vous l'état des lieux de ce secteur d'activité qui côtoie et qui reste éminemment imbriqué avec tous les autres. Je suis donc très heureux et particulièrement honoré de recevoir pour vous sur le plateau de Périscope ce soir M. Mahamadou Ouédraogo, géniteur de ce que l'on appelle aujourd'hui la Nuit des Galians et dont la 21e édition se tient ce 18 mai à Ouagadougou. Monsieur Ouédraogo, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps très chargé. C'était avec plaisir. Je reçois également pour vous ce soir sur Périscope Monsieur Noël Da, journaliste à la retraite, enseignant à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Monsieur Da, bonsoir et merci de nous honorer de votre présence. Bonsoir. Ancien directeur général de la radiodiffusion nationale de septembre 1984 à mai 1986, vous avez également été, monsieur Da, directeur général des éditions Sidoya au milieu des années 1990, avant de diriger tour à tour le Centre de formation professionnelle de l'information CFPI, puis l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC, où vous continuez d'ailleurs de dispenser des cours depuis votre admission à la retraite, je crois, en janvier 2015. La formation des journalistes et des communicateurs d'aujourd'hui et de demain reste donc pour vous une grande passion. Tout à fait, parce que sans formation, c'est difficile, je dirais périlleux de pratiquer, surtout dans notre métier, parce qu'il y a effectivement des balises dont il faut tenir compte. Et cela est important. Même lorsqu'il y a la formation, ce n'est pas évident. Alors, mais au moins, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on le dit. Voilà. Il vaut mieux prévenir que guérir. Monsieur Ouédraogo, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le géniteur des prix Galian, l'édition fondatrice de cette belle soirée. Peut-être beaucoup ne le savent pas. L'édition fondatrice de cette belle soirée de récompense, qui s'appelait alors Grand Prix aux professionnels de la communication, s'est tenue en 1997 sous votre égide, alors que vous étiez ministre de la Communication et de la Culture. C'est exact. Où vous vous sentiez sans doute comme un poisson dans l'eau, étant à la fois journaliste de formation et homme de culture. Oui, je dis toujours que je suis journaliste de formation, comme vous l'avez si bien dit, mais homme de culture par passion. C'est-à-dire qu'on a toujours dans notre vie ce que les anciens appelaient le violon d'ingresse, à savoir ce qui vous passionne au-delà de ce que vous faites, au-delà de votre gagne-pain au quotidien. Et la culture, oui, j'aime parler beaucoup de culture. Je crois que c'est notre bain depuis la naissance et c'est le bain quotidien invisible qui nous accompagne dans chaque pas que nous faisons dans la vie. Vous êtes d'ailleurs auteur d'un certain nombre d'ouvrages, mais il faut également noter que vous avez dirigé la télévision nationale du Burkina au début des années 1990. Avant d'entrer au gouvernement, vous avez été en outre ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, un poste qui là aussi vous allait comme un gant. C'est ce que l'on dit. C'est-à-dire que le problème que nous avons toujours lorsqu'on vous nomme ministre, c'est de se demander qu'est-ce qu'il faut faire pour laisser des traces positives après soi. Parce que ce n'est pas la chefferie traditionnelle, c'est la chefferie moderne. Vous avez remplacé quelqu'un
qui vit toujours le plus souvent, vous allez vous aussi être remplacé. Mais quelle est votre touche qui ferait qu'après, vous puissiez dire, je n'ai pas été un ministre inutile? Que vous avez ajouté de la terre à la terre. Exactement. Et que vous avez tissé une nouvelle corde au bout de l'ancienne. C'est juste. Alors, ça c'est très bien, mais on oublie justement, en parlant de tout ça, que vous avez d'abord été aussi présentateur. Et si on vous demandait de nous faire une petite séquence de présentation? Eh bien oui, je pourrais le faire avec plaisir, même si avec le temps qui est passé, la voix sans doute a pris des rides invisibles. Mais je pourrais dire que ça a été une période absolument intéressante où j'étais non seulement reporter des chiens écrasés pour les faits divers qui se déroulaient à Ouagadougou et dans la périphérie, mais aussi que j'étais un reporter qui, on peut le dire, un grand reporter, parce que j'allais en dehors de mon pays et je suivais le président du Faso dans ses voyages officiels et j'en ai tiré beaucoup de profits intellectuels et professionnels. Voilà qui est bien dit, et parfois les jeunes, enfin, on se rend toujours pas compte qu'il faut commencer quelque part, peut-être par le bas, et puis monter progressivement, petit à petit. Noëlda, vous avez dirigé la radio nationale. Qu'est-ce qui a marqué donc vos premiers pas dans le journalisme? Ben, j'ai d'abord été journaliste, comme il le dit. J'ai été présentateur du journal, j'ai produit des émissions. Et puis bon, avec le temps, ceux qui étaient mes ministres ont estimé qu'il fallait faire appel à moi pour justement manager la radio, comme vous l'avez dit effectivement. Et comme on ne réussit jamais tout seul, il y a bien sûr ceux-là qui sont avec vous, mais ne n'oublions pas, si Dieu ne vous aide pas, c'est pas évident. Oui, alors vous avez dirigé la radio nationale, vous avez également été DG des éditions Sidoya, donc radio et puis presse écrite. Dans laquelle de ces eaux vous êtes le mieux senti? Voyez-vous, la formation c'est quoi? C'est-à-dire, nous autres, nous sommes, je pourrais emprunter cette expression, de tout terrain. Parce qu'effectivement, la pluridisciplinarité, c'est effectivement des enseignements qu'on nous a donnés effectivement sur les bancs. Et je vais vous confier une chose, je ne l'ai jamais dit. Lorsque je devais rentrer, mes enseignants ont dit il faut venir faire la télévision au Burkina. Je dis non. La télévision à l'époque, c'était juste Ouagadougou. Et moi, j'ai pensé que je pouvais être plus utile. Au moins, la radio couvrait une bonne partie du territoire. Et j'ai choisi de faire d'abord la radio. Voilà. De faire d'abord la radio. En tout cas, mesdames, messieurs, à nouveau, bonsoir. Et merci de nous suivre. Presse burkinabé, état des lieux, défis et perspectives. Telle est la substance de nos échanges de ce soir au titre du numéro 29 de votre émission. Ne bougez donc pas. Périscope, c'est tout de suite. Le journaliste, a dit Bernard Pivot, dont on connaît la délicatesse pour les mots, est un interprète de la curiosité publique. Acteur central de la diffusion de l'information et de la conscientisation des masses, il fait battre en effet le cœur de sa société à l'aune des événements qui rythment son quotidien. Mais avant tout, le journalisme, le plus beau métier du monde, est aussi une profession à forte charge passionnelle. En quelques mots, Monsieur Mahmoudou Ouedraogo, comment et pourquoi avez-vous craqué pour le journalisme? Ça remonte à loin. Parce que dès ma période de collégien, j'avais créé un journal au collège de Kaya. Et ensuite, quand je suis parti au cours normal de Koudougou, j'ai encore créé là-bas un journal. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en remontant dans le temps à l'école primaire, l'école Paspanga, eh bien, lorsqu'il y avait des matchs de football, c'est moi qui commentais les matchs en direct pour eux. Donc, ça remonte à loin. Mais ce qui est important, c'est de se dire que le métier de journaliste, je l'ai toujours perçu comme un accompagnant de la société. Quelqu'un qui est là et qui facilite la lecture des choses, mais qui ne vous dit pas ce à quoi vous devez croire. C'est comment éviter cela, faciliter la lecture pour que chacun se fasse une opinion. Voilà, sa propre opinion de ce qui se passe
dans son village, dans sa ville, dans son pays et dans le reste du monde. Les faits sont sacrés, il faut exposer les faits, les présenter. Tout à fait. Et ça remonte à loin, vous avez dit, parfois, ça remonte parfois à loin, mais c'est souvent difficile de garder le fil et de tenir ce fil-là jusqu'au bout. Comment vous avez réussi donc ce pari de ne pas dévier Alors, je de pense cette que vocation? c'est dû aussi au fait que j'ai voulu, par la suite, accompagner ma formation de journaliste par celle de communicateur. Et en ayant donc les deux jambes de l'information et de la communication, ça m'amenait à revenir au journalisme par une porte détournée, à savoir l'enseignement. En enseignant, on reste toujours l'esprit vivace sur l'éthique et la déontologie, mais aussi sur les grands courants qui agitent le journalisme. Le problème de la responsabilité sociale, le problème du droit à l'information et à la communication, ce sont des aspects fondamentaux qui ont dirigé les théoriciens de l'information et de la communication et qui réagissent sur les journalistes dans leur travail au quotidien. Alors, M. Noëlda, ça remonte à loin, votre vocation pour le journalisme, vous aussi? Pourquoi pas, c'est un peu, je ne dirais pas que c'est le même cheminement, mais il faut dire que déjà, quand je suis à l'école primaire, mais les rédactions qu'on me demandait servaient de modèles. Hein, voilà, et je pense qu'il y a certains de mes enseignants du primaire qui ont encore gardé des rédactions que j'ai dû composer parce qu'ils avaient trouvé cela bien. Et lorsque je suis allé au collège, un peu comme le dit M. Boudrago, j'étais à l'école normale et on m'avait chargé, mes camarades m'ont demandé d'être le président de ce qu'on appelait les comités de fête. Ça veut dire qu'il fallait organiser des choses. Et donc, pour soutenir tout ça, il fallait effectivement un canal. Donc, un petit journal école, on écrivait, et puis bon, voilà. Mais au départ, il faut dire qu'en plus d'écrire bien quand j'étais à l'école primaire, j'avais secrètement souhaité d'être inspecteur. Parce que quand l'inspecteur venait, les enseignants couraient, et moi je voulais que en venant voilà voilà, tout à fait. Et puis au fil des temps, j'ai vu que effectivement bon, l'enseignement c'est bien. Surtout que, j'ai dit tantôt que en tant qu'élève à l'école normale, pour ceux qui savent, qui sont burkinabés, voltaïques avant et burkinabés, il fallait sortir, en tout cas forcément dans l'enseignement. Et à un moment, j'ai dit, vraiment, non, ça ne m'intéresse plus d'enseigner en tant que tel. Et donc, il faut que je trouve un moyen, après le bac, et effectivement, lorsque l'occasion s'est présentée d'être journaliste, je me suis dit, ben, après tout, journaliste, c'est aussi enseigner. Voilà, et éduquer un large public davantage. Et donc, j'ai glissé dans ce métier-là, et puis voilà, c'est comme ça. Vous ne l'avez plus, vos noces sont restées pérennes. Alors, vous êtes tous les deux des journalistes avisés, très expérimentés, des doyens de la presse burkinabé. Vous avez occupé de hautes fonctions donc, dans ce domaine et vous assurez aujourd'hui la relève à travers la formation. Comment jugez-vous l'état de santé de notre presse? Alors, disons tout de suite qu'il y a eu beaucoup de progrès. Mais c'est un progrès qui n'est pas monochrome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du progrès, il y a aussi des zones assez sombres. Et cette zone sombre-là, c'est au niveau de la formation. Lorsque vous parcourez les rédactions, vous êtes saisi par un sentiment mêlé de joie et de tristesse. Le sentiment de joie, c'est quoi? C'est le grand nombre de jeunes. Dans les rédactions, ce sont des jeunes qui ont souvent l'âge de nos enfants. Ça fait plaisir. Ça veut dire que plus vous voyez des jeunes, plus l'avenir est assuré. Mais en même temps, vous vous demandez, oh que diable, quelle formation ils ont. Et c'est ça le grave danger. Un gros problème de niveau. Exactement. Parce que tout simplement, nous sommes les enfants de la France sur la garniture des textes. Parce qu'on commence par toujours imiter l'ancien colonisateur. Ce qui fait qu'en France, un journaliste, c'est qui? C'est celui
qui gagne la majorité de ses revenus en pratiquant le journalisme. C'est tout. Or, si vous prenez les pays voisins de la France, en Espagne, pour être journaliste, il faut avoir fait une des 3 écoles les plus en vue de journalisme en Espagne. Sinon, vous n'êtes pas journaliste. En Italie, pour être journaliste, il y a un diplôme terminal de journalisme qu'il faut passer. Sinon, vous n'êtes pas journaliste. Alors, donc, vous voyez un peu les choses. C'est vrai que si vous prenez l'histoire des journalistes, au début, il n'y avait pas de formation. Mais on comblait cela par une formation sur le tas. On était au sein des rédactions, on apprenait longtemps avant qu'on vous donne le micro, qu'on vous donne la caméra, ou le stylo, la possibilité d'exercer. Parce qu'en ce moment, vous avez sédimenté en vous les connaissances pratiques et théoriques nécessaires. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Parce qu'il aurait fallu nommer des gens pour suivre les jeunes qui arrivent, en disant, voilà les encadreurs. Au moins là, c'est une formation qui est aussi vraiment bonne, mais ça ne se fait pas. Est-ce que parfois les encadreurs aussi n'ont pas des lacunes? Alors vous continuez d'enseigner, vous avez dirigé tour à tour 2 écoles de formation, même si c'est l'appellation qui a changé. Est-ce que vous êtes confronté également à cette réalité-là? Ben absolument, parce que pour encadrer, pour enseigner aussi, je pense qu'effectivement, il faut être rompu dans le métier. Et il se trouve justement que les gens, les enseignants, les professionnels, vous voyez, ils viennent d'horizons divers. Et effectivement, il y a des moments où je m'étais dit, ben voilà, nous retrouvons par exemple des pratiques qui sont enseignées dans telle école, telle autre école, ainsi de suite, de sorte que ceux qui reçoivent, ils ne savent plus où donner de la tête, comme on dit. Alors, et ça fait quand même, ça fait un peu dommage, alors qu'il y a en tout cas des acquis qui ne peuvent pas tromper, effectivement, parce que c'est un métier dans lequel, effectivement, il faut avoir un certain nombre de choses, connaître, pour que, quand on est effectivement... Donc, un certain nombre de connaissances et d'expertise quand même sur la pratique même et sur la manière d'exercer ce métier. Ouais. Mais dans tout état de cause, le Burkina fait quand même bonne figure dans la sous-région, même si on peut relever ces insuffisances-là, quelques insuffisances et quelques dérives mineures. L'une des préoccupations qui revient souvent, c'est ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la perdiamite aussi, et dans son essai sur ce qu'il appelle, ou plutôt sur ceux qu'il appelle les inquiéteurs, David Barry note que le gombo, entre guillemets, le fait de monnayer ses services constitue la plaie du métier. Comment réagissez-vous face à cette situation? Alors, disons que David Barry, qui a été mon directeur, lorsque j'étais arrivé à Ouagadougou, nous n'avons pas de problème d'emploi. Dès l'aéroport, on me disait, il faut que vous alliez à la télévision. On m'a amené à la télé et la semaine qui a suivi, immédiatement je présentais mon premier journal télévisé. Et c'est David Barry qui était le directeur à l'époque. Alors, donc, il met le doigt sur une question qu'il connaît très bien. Et il a été ensuite à Sidoya. Mais c'est-à-dire, il faut mettre tout cela dans un contexte. Le contexte là, c'est le fait que les journalistes n'étaient pas en mesure d'avoir toujours des moyens conséquents, non seulement au niveau de la vie de tous les jours, mais aussi au niveau du travail. Oui. Ce qui fait que même les entreprises de presse n'étaient pas suffisamment fortes. Pas suffisamment au début, voilà. Ce qui fait qu'à la fin, il y a des dérives. Mais vous dites au début, M. Elrogo, mais même aujourd'hui, les entreprises de presse n'ont pas suffisamment de moyens pour... ça c'est juste. Pour donner vraiment ce qu'il faut aux journalistes pour qu'ils s'isolent de cette tentation. Mais si vous comparez effectivement la situation aujourd'hui à la situation que nous avons connue quand nous avons commencé à travailler, c'est le jour et la nuit. Voyez-vous, en matière, comme je le disais, j'ai dit, mais il fait bon dans votre studio. Nous, quand on présentait le journal télévisé, il fallait avoir plusieurs pochettes. Parce que c'est vraiment, il fait très chaud. Et ensuite,
Et le matériel, actuellement, le matériel est réduit et performant. Nous, quand nous sortions, moi j'étais obligé de porter le porte-à-pac qui faisait plus de 25 kilos. Ouais. Et le caméraman avait l'autre partie de son matériel sur l'épaule. Donc les conditions ont changé, beaucoup changé. Exactement. Et l'amélioration des conditions de vie et de travail aussi c'est flagrant. Donc effectivement la pédémite, c'est une maladie, mais tout ce qui existe depuis longtemps n'est jamais un problème simple. Et il ne faut pas trouver une solution simple à un problème compliqué. Il faut se donner le temps de se voir, de se concerter. Et je suis convaincu que la profession a surmonté des problèmes plus importants que l'épidémie et pourra trouver une réponse à cela. Alors, monsieur Da, est-ce que vous parlez vous évoquez ces questions-là dans vos formations? Est-ce que ça vient dans les causeries? Ben oui, pourquoi pas, parce que effectivement, comme il a dit, nous sommes de je dirais, la même génération, hein, parce que nous, à notre temps, nous ne connaissons pas de perdièmes. Lorsque on nous envoie pour faire un reportage, même lorsque les gens constataient notre dénuement et nous remettaient à notre temps, c'est soit du carburant sous forme de bons, un petit papillon, ou bien des piles, nous revenions, nous remettions gentiment à la direction. Au rédacteur en chef, oui. Hein, qui allait tout de suite remettre à l'intendant. Et puis bon, ça servait effectivement pour faire fonctionner la radiodiffusion où j'ai commencé. Donc plus tard, les perdièmes sont rentrés. Vraiment, c'est pratiquement un verre dans le fruit. Et aujourd'hui, c'est presque un droit. Et malheureusement, ce n'est pas... C'est un peu une institution, que ce soit chez nous ou dans la sous-région. Je connais les appellations telles que on les désigne, le communiqué final au Bénin par exemple, parce que je suis allé avec des étudiants là-bas. Et ailleurs, le communiqué final est plus juteux qu'ici, c'est vrai, parce que justement, là, c'est un peu... C'est le niveau économique aussi de notre pays. De sorte que ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que beaucoup viennent en attendant de trouver mieux ailleurs. Et lorsqu'ils ils peuvent avoir le prix du carburant aujourd'hui, pourquoi ne pas prendre, quel que soit le montant qu'on donne? Et malheureusement, on a fait quelque chose qui effectivement déteint négativement sur le rendu, sur le travail qui doit être fait. En tout cas, c'est un ancien directeur de la télévision nationale, mais aussi, vous l'avez souligné, ancien directeur général des éditions Sidoya, puis directeur du Centre international d'études en radio rurale, CIRO. David Barry livre dans cet essai, et du haut de ses expériences multiples, des clés utiles pour aborder et exercer au mieux ce métier de journaliste. Un ouvrage à recommander aux étudiants. Je ne sais pas si vous l'avez parcouru, de toute façon, il y a beaucoup de clés. C'est un précis intéressant qui permet d'avoir des clés pour exercer ce métier dans les règles de l'art, afin qu'il reste le plus beau et mériter aussi le respect et la reconnaissance de ses pairs. C'est aussi une noble aspiration. La nuit des Galiens, justement, en est une belle illustration. Des innovations sont annoncées pour l'édition de cette année. Je vous propose, avant de continuer, d'écouter le ministre de la Communication nous en parler dans ce compte-rendu de la rédaction de Burkina Info, signé Abel Yerbanga. La 21e nuit des Galiens, soirée de récompense aux professionnels des médias de la communication, est prévue pour le 18 mai prochain dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Une nuit spécialement dédiée aux femmes et aux hommes des médias pour reconnaître le mérite des uns et des autres et célébrer l'excellence. Cette 21e édition connaît de grandes innovations, à en croire le ministre en charge de la communication, Rémi Fulgence Dandinou. Les innovations de ce prix-là sont essentiellement le fait que pour cette année, nous avons demandé que pour tous les genres en compétition, nous ayons 2 productions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un nombre important de productions et j'ai voulu à ce niveau-là saluer et féliciter donc le comité d'organisation et les jurys qui ont fait ce travail. Une autre innovation majeure, c'est également le fait que nous avons toujours voulu que le Super Galien soit un Galien qui soit motivant et qui soit valorisant pour la profession. Et donc cette année, en plus des 3 millions prévus, nous avons discuté et obtenu donc de notre sponsor qui participe, donc Abdul Service, une villa de type F3,
afin que cela puisse justement participer à une saine émulation, à une saine récompense du travail journalistique qui est mis en œuvre. La Villa S3 est estimée à 14 millions de francs CFA et est située à Boissa, un jeu de pierre de la ville de Ouagadougou. Au total, on note 34 genres en compétition, 35 prix officiels d'1 million de francs CFA chacun, 15 prix spéciaux et le Super Galian. Ce sont donc 34 genres rédactionnels qui sont en compétition pour cette 21e édition du prix Galian contre 15 l'année dernière. Participation en hausse, une flopée de prix spéciaux, des récompenses également relevées. Monsieur Ouedraogo, que pensez-vous de votre bébé qui a maintenant l'âge de la maturité? Ben, tout le grand bien. Ce qui est intéressant lorsque une idée est concrétisée, c'est comment parvenir à ce que ça fasse tilt dans l'esprit des autres et qu'il y ait une adhésion durable. Et ça, je pense que c'est quelque chose déjà de réalisé. Et lorsque je vois que au début, les prix étaient symboliques. Exactement. Et maintenant, vous voyez, entre les Galians et les Ébonies en Côte d'Ivoire, pratiquement les prix sont devenus équivalents. Au niveau des Ébonies, le Super Ébony, c'est une villa de 25 millions et une voiture. Ici, on a une villa qui, quand même, bon an, mal an, va dans la vingtaine de millions. Donc, je pense que c'est une très bonne chose et je ne peux que féliciter ceux qui sont venus après notre génération et leur dire de continuer, ils sont sur la bonne voie. Bien entendu, tout n'est pas parfait. Au niveau des genres, au niveau de la multiplication des prix, parfois il faut faire un peu attention pour que, franchement, cela soit pertinent. Vous voulez dire la multiplication des genres, la multiplication des prix spéciaux? Il y a les genres et il y a les prix. Il faut d'abord faire attention au niveau des genres pour qu'ils soient pertinents et que faut circonscrire selon vous. Exactement. Et en même temps au niveau des prix pour qu'il n'y ait pas une inflation démesurée. Sinon, on va retomber sur les problèmes que le FESPACO connaît également. Sinon, c'est une bonne chose. Ça montre un engouement de nos jeunes confrères et ça montre aussi que les Galians ont un bel avenir devant eux. Oui, justement, je me souviens que le ministre de la Communication avait été un peu pris à partie l'année dernière quand on n'a pas mis en compétition certains genres rédactionnels. En tout cas, pour cette année, au total, 229 candidatures ont été enregistrées, soit 458 œuvres journalistiques examinées par les 3 jurys constitués, puisque désormais, il faut présenter 2 œuvres au lieu d'une seule. Est-ce aussi l'effet de la double proposition exigée pour chaque candidat qui fait donc cette flopée de candidatures et donc d'œuvres à visiter? Non, je ne pense pas que ce soit... Je me dis que quand même, les récompenses dont les montants, les prix en espèces sont revus à la hausse, ça constitue un stimulant. Hein, sans oublier effectivement que depuis l'année dernière, c'est que le ministre de la Communication avait dit, et c'est ce que M. Ouedraogo disait tantôt, en faisant référence au prix Ébony en Côte d'Ivoire. Effectivement, ça fait bien d'avoir effectivement, de résoudre un problème, avoir une villa lorsqu'on est primé. Hein, c'est vrai que, j'allais dire, l'attribution de Ébony en Côte d'Ivoire est encore plus rigoureux, mais bon, c'est déjà un début et je pense qu'avec le temps, ça devrait également prendre les allures qui permettent de suivre tout le long de l'année les productions au lieu de se limiter à 2. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, vous faites bien de souligner cet aspect des choses et M. Ouedraogo l'a dit tout à l'heure, il faut circonscrire. Il faut noter en effet qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 genres rédactionnels, 3 grands genres rédactionnels qui sont retenus. Les prix sont parfois même référencés avec des noms de personnalités qui ont marqué ces genres-là pour servir de repère. Mais il faut, pour être candidat, déposer pas moins de 9 productions, 3 productions par genre, donc en reportage, en interview et en enquête. Est-ce qu'il faut qu'on tende vers cela? Ben, si je peux me lancer, pourquoi pas? Parce que, en fait, il faut éviter que les gens
viennent en compétition parce que on leur a dit, bon, ce que nous avons lu de vous dans tel journal, ça mérite un prix. Et peut-être aussi, vous voyez là, quand il y a compétition, les gens essayent d'être en amitié avec ceux qui doivent juger les œuvres, on ne sait jamais. Tout de suite, après la semaine de la culture, j'ai entendu les artistes dire, voilà, il y en a des membres du jury qui ont aussi leur part lorsqu'on donne quelque chose à une troupe, et ça fait qu'il y en a qui sont lésés. Oui. Alors, il faut éviter qu'il y ait, j'allais dire, des collusions qui risquent effectivement, qui pourraient à terme, si on ne se fixe pas sur vraiment les fondamentaux et vraiment ce qu'il faut pour reconnaître vraiment la qualité journalistique. Et juger pas simplement sur une œuvre, une production en passant, mais suivre vraiment les professionnels, les journalistes pour voir ce qu'ils font sur l'année. Mais Monsieur Mahmoudou Ouedraogo, justement, en parlant de ça, si vous êtes à la place des jurys cette année, sur quoi mettriez-vous l'accent pour juger la qualité des œuvres? La maîtrise du genre, la pertinence du sujet ou la conduite de l'article ou de l'émission, ou tout à la fois? Alors, chers confrères, d'abord, il faut me laisser le temps de dire que je partage le sentiment de mon confrère Noël sur ce qu'il vient de dire, et d'ajouter qu'il faut faire aussi confiance aux hommes et aux femmes qui sont dans l'organisation des Galians, et enfin aux journalistes qui peuvent être questionnés, interviewés, sondés, pour qu'ils participent aussi à la vie des Galians en matière de correctif et en matière de suggestion. Ouais. Mais justement, là vous relevez quelque chose d'important, la question d'un jury ou d'un jury permanent pour juger les œuvres a toujours été évoquée, mais n'a pas pu se réaliser. Même en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas encore réussi à le mettre en place. Est-ce qu'il faut toujours creuser cette idée-là? Alors, si l'on prend le cas de l'un des plus grands prix du journalisme au monde, et l'un des plus anciens, c'est le prix Joseph Pulitzer. Aux États-Unis d'Amérique, et bien qui là concerne non seulement le journalisme, mais le théâtre et la musique. Tout ça fait partie du prix du journaliste Joseph Pulitzer. Là-bas, chaque année, le jury est remanié au tiers. C'est incontournable. Au tiers, le jury est remanié. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, eh bien, ce sont totalement de nouvelles têtes au niveau du jury. Ça peut être des pistes intéressantes, mais il faut faire attention à ne pas calquer exactement au Burkina ce qui existe, ou en Côte d'Ivoire, ou aux États-Unis. Il ne faut pas faire du copier-coller. Voilà, il ne faut pas faire du copier-coller. Il faut s'en inspirer. Oui. Ça, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de honte à voir ce qui fonctionne mieux ailleurs, et puis de s'en inspirer. Mais de garder sa spécificité. Exactement. Alors, si vous étiez membre du jury? Si j'étais membre du jury, je ferais comme ce que le jury fait actuellement. Monsieur Noël Da, vous êtes enseignant. Si vous étiez membre du jury, on vous soumet des œuvres. Vous regardez d'abord quoi? La qualité, la pertinence du sujet, la conduite de l'article, tout à la fois, la maîtrise du genre? Il y a une démarche. Il y a une démarche professionnelle qui doit effectivement caractériser une œuvre journalistique, et ce sont ces éléments-là que je vais regarder. Parce qu'effectivement, il faut dire que la conduite, que ce soit une émission ou un article, il y a des choses, des fondamentaux, il y a des éléments d'appréciation. Ça c'est un, et ensuite il y a même lorsqu'on parle d'un article, il y a, si vous voulez, la cohérence qu'il faut reconnaître en lisant un article. Tous ces éléments, que ce soit de fond ou de forme, ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte. Parlant de fond, il y a effectivement des éléments à prendre en compte. Parlant de forme, il y a des éléments à prendre en compte. C'est vrai que, et c'est pourquoi il faut éviter que les gens pensent que la personne qui est primée est la seule
qui mérite, parce que dans notre domaine, c'est une création collective. Il faut pas que ce n'est pas seulement dans l'audiovisuel, même dans l'écrit. Hein, il y a que vous commencez quelque chose, ensuite ça passe à un autre niveau et ainsi de suite pour que le travail, l'idée que vous avez eue, le sujet que vous avez commencé de traiter, et pour qu'enfin, au bout de la chaîne, ça soit mis à la disposition du lecteur, par exemple de la presse écrite, ou de l'auditeur, ou de téléspectateur. Donc, toutes les personnes qui y contribuent ont également leur mérite dans ce qu'on peut donner, effectivement, à quelqu'un pour le récompenser. Pour le récompenser, en tout cas, une belle idée que c'est Galien. Merci donc à Mahmoudou Ouedraogo d'avoir le premier eu cette idée pour récompenser les efforts des journalistes. Et maintenant, on a un super Galien, une superbe idée. 3 millions de cagnottes et plus maintenant une villa d'une valeur de 14 millions de francs CFA. On applaudit alors. Bravo. Alors on attend de voir qui remporte la cagnotte ce 18 mai. C'est une superbe idée, mais c'est également un rendez-vous, hein, cette nuit des Galiens, c'est un rendez-vous pour magnifier l'excellence, ainsi qu'en témoignent du reste quelques lauréats rencontrés par l'Iradan Philippe Ada, et je vous invite à les écouter. J'ai été à plusieurs reprises lauréat du prix Galien. Notamment en 2012, j'ai remporté le prix du meilleur compte rendu en presse écrite. En 2013, j'ai remporté le prix spécial de la Commission de l'informatique et des libertés. En 2015, j'ai été lauréat du prix de la meilleure enquête en presse écrite. Le prix Galien, pour moi, c'est un baromètre qui permet de jauger de la qualité de production. C'est vrai que le premier consommateur, c'est le téléspectateur qui suit les différentes éditions. Je parle bien évidemment du journal télévisé, qui apprécie à sa manière ce qu'on fait. Mais lorsque les pairs s'asseyent et puis ils essaient de regarder ton œuvre et de se prononcer, c'est sûr et certain que c'est sur la base de critères professionnels. Donc lorsque j'ai reçu ces 3 prix-là, ça m'a fait beaucoup plaisir, mais c'était aussi un appel à travailler plus. Les principales préoccupations des journalistes, c'est quoi? Bon, on entend certaines critiques par rapport au jury. Bon, je pense que ça aussi, ça peut être amélioré. Déjà cette année, je pense que chacun devait déposer 2 œuvres dans sa catégorie. C'est déjà une bonne chose. Un journaliste, par exemple, qui produit une seule œuvre pendant toute une année et qui est primo Galien, ce n'est pas intéressant. Donc on doit inciter. Le comité d'organisation doit œuvrer à ce que, dans ces critères de sélection des lauréats, il faut qu'on amène les journalistes à présenter plusieurs œuvres. En plus de cela, il faut mettre en place un jury permanent, c'est-à-dire qui va identifier les œuvres depuis le début de l'année. C'est vrai que c'est difficile, mais il y a des pays qui le font et ça réussit très bien. Pourquoi ne pas aller même auprès de ces pays-là, aller s'inspirer de leur expérience pour pouvoir l'appliquer ici, même si on ne va pas faire du copier-coller. À l'époque où nous on remportait les prix, la valeur en argent c'était 500 000. Aujourd'hui c'est allé au double, c'est à 1 million et on a un prix Galien, un super Galien qui l'année passée était une parcelle, cette année c'est une villa. Et j'avoue que c'est des choses à féliciter et le ministre Rémi Dandjinou qui a apporté ces innovations-là est à saluer, est à féliciter, à encourager. C'était donc quelques lauréats qui se sont exprimés sur les Galiens. Alors, Monsieur Noël Da, voilà, c'est des lauréats qui sont contents, satisfaits, mais qui font également des remarques. Qu'est-ce qu'on peut dire en écoutant ces fiers lauréats? C'est normal. Tout ce qu'ils ont dit, c'est pour davantage améliorer, pour parfaire effectivement ce qui est en train de se faire, parce qu'effectivement, il ne faut pas être figé, il faut effectivement, au fur et à mesure, tenir compte des critiques, aussi bien de ceux qui sont extérieurs que de ceux qui sont à l'intérieur, que des acteurs eux-mêmes
Et ainsi, je pense que cela peut mettre tout le monde d'accord et c'est ainsi que les gens se reconnaîtront. Sinon, autrement, bon, il ne faudrait pas qu'on organise pour les mêmes, par exemple. Voilà. Il faut qu'on sente l'engouement à partir des différentes critiques et qui sont au fur et à mesure prises en compte et qu'effectivement, bon, lorsque le concours est lancé, qu'on sente qu'ils sont nombreux à pouvoir faire acte de candidature. Alors, quelqu'un l'a dit dans notre reportage, c'est un baromètre désormais, donc pour juger de la qualité des œuvres, pour magnifier aussi l'excellence. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut se battre chaque année pour au moins espérer gagner un gagnant? Oui, sans doute. Et se battre, mais bien se battre, on peut mal se battre. Mais quand vous échangez à deux, eh bien, il m'est apparu aussi une idée qui existe dans le Pulitzer et dont on peut s'en inspirer. C'est-à-dire que Joseph Pulitzer, avant sa mort, s'était rendu compte d'une chose, c'est que les prix étaient quelque peu figés au niveau des domaines. Et il a créé une structure qu'on appelle le conseil de surveillance. Et ce conseil de surveillance-là agit comme un radar. C'est-à-dire, essaie au niveau des journalistes, au niveau des publics, de voir qu'est-ce qui mérite d'être pris en compte par le prix Pulitzer dans les années à venir. C'est ainsi que, bien après sa mort, on s'est rendu compte qu'il y avait un genre musical qui n'avait jamais été primé au niveau de Pulitzer, c'était le jazz. Et alors ils ont dit, pourquoi tout le temps le rock, pourquoi etc. Eh bien, ils ont introduit le jazz comme genre musical spécial. Alors donc, c'est ce que je voulais dire en disant qu'il y a parfois des structures qui peuvent aussi aider à faire un travail qualitatif avec le temps qui passe. Et les jeunes journalistes, leur problème c'est quoi? Ils ont besoin de repères, ils ont besoin de modèles. Et lorsque les candidats aux Galians d'aujourd'hui voient ceux qui ont réussi comme lauréats des Galians passés, ça donne suffisamment d'émulation et de stimulation pour aller plus loin dans la voie de l'excellence, parce que en fin de compte, c'est l'excellence qui doit être l'objectif final que nous visons en pratiquant ce métier-là, être excellent. Une excellence qui doit reposer également sur le socle de la formation. Vous êtes tous les deux des formateurs. Qu'est-ce qu'on peut encore faire à ce niveau pour améliorer la qualité de la formation? Noël. La qualité de la formation, il faut que ceux qui forment aient effectivement tout le bagage qu'il faut également. Il y a cela. Donc former les formateurs. Il faut de temps à autre qu'il y ait des possibilités. C'est vrai qu'il n'y en a malheureusement pas chez nous, mais qu'il y ait des possibilités, qu'il y ait des formations des formateurs. Ensuite, qu'ils puissent avoir effectivement du matériel didactique et inviter les étudiants à aller regarder ce qu'il y a dans ce matériel didactique. Malheureusement, ce n'est pas seulement dans le journalisme. Ils ne visitent, les étudiants ne visitent plus les bibliothèques. Alors, il y a la facilité de regarder tout de suite dans son portable un certain nombre de choses, mais on oublie que c'est souvent du fast-food qui est servi là. Ce n'est pas vraiment ce qu'il aurait fallu si vraiment on regarde dans les ouvrages qui sont, en tout cas des ouvrages scientifiques, des ouvrages didactiques dignes de ce nom, pour effectivement parvenir à l'excellence. Donc, les formateurs, le matériel qu'il faut, et puis aussi la possibilité que les gens puissent voir comment ça se fait ailleurs aussi. Et il y a des écoles de référence, effectivement, pas en Afrique, malheureusement, mais là où il y en a, vous voyez, en Europe, par exemple, en France, il y a, en Europe, il y a la certification, par exemple, des diplômes, comme il le disait tantôt au début de cette émission. Si vous n'avez pas la certification ici et là, ce n'est pas évident que vous puissiez avoir la carte de presse, par exemple. Voilà. Alors, il met le doigt sur la virtualité dans laquelle on travaille aujourd'hui.
Est-ce que cette virtualité enlève quelque chose à notre façon de travailler? Est-ce que vous êtes quelque part parfois nostalgique de ce temps du plan, de la linotype, du papier, des machines qui grincent? Non, pas vraiment, parce que la nostalgie nous empêche de jouir du présent. Mais il y a ce qui est regrettable à l'époque actuelle, c'est parfois justement la tendance à la facilité. Or, le travail du journaliste est d'abord un travail de minutie, de recherche patiente, et bien, qui peut paraître fatigant, mais la récompense, elle est morale après. On a donné tout ce que l'on avait pour réussir son métier. Et ce que Noël disait qui est important, la formation des formateurs, c'est important. Et il faut ajouter au bagage du formateur les techniques d'enseignement. Parce que vous pouvez avoir la tête pleine de savoir, mais ne pas savoir comment transmettre ces savoirs-là. Et ça, la pédagogie et même l'andragogie, ce sont des techniques extrêmement importantes pour les formateurs aujourd'hui. Au niveau des jeunes, dans les rédactions, parvenir avec les patrons de presse privée, comme public d'ailleurs, à ce qu'il y ait des séminaires pour eux, pour des mises à niveau périodiques par rapport aux nouvelles techniques, par rapport aussi à des savoirs qui se sont émoussés avec le temps, pour leur donner encore le goût de se battre, de se surpasser dans ce noble métier. Dans ce noble métier qui nous est si cher, nous avons quand même une presse de qualité, toute proportion gardée. Le Burkina est bien noté par Reporters sans frontières, qui le place en première position dans la zone Afrique francophone dans son dernier rapport. Le pays vient également d'être pionnier dans la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre. Que demander d'autre? On applaudit là, non? Ça mérite des applaudissements, c'est vrai. Mais il ne faut pas dormir sous ses lauriers. Il faut toujours crever les plafonds. Il faut aller de l'avant. Alors cette ouverture, c'est un enrichissement du paysage. Aussi bien, bon, le paysage, la presse écrite bien entendu, mais également le paysage audiovisuel s'en trouve fortement enrichi, Mahamadou. C'est exact. Quand par exemple on parlait de la Côte d'Ivoire, eh bien l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, qui a eu donc l'idée de créer les Ébonies, partait d'un constat, ce qu'ils ont appelé les I3P. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'en Côte d'Ivoire, pratiquement toute la presse donne une information partielle, partiale et partisane. Et que donc, en créant les Ébonies, c'est pour pouvoir remédier fortement à cet état de fait. Nous, on n'a pas eu ce problème-là. Ça veut dire que la qualité de la presse burkinabé, elle est notoirement connue. Mais il ne faut pas dormir sur les lauriers et il faut former les gens. Parce que la qualité, là, n'est pas donnée pour toujours. Il y a des régressions comme il y a des progrès. Il faut veiller à ne pas régresser. Exactement. Ceux qui dorment sur les lauriers finissent toujours par régresser et par être devancés par ceux qui étaient derrière. Par ceux qui étaient derrière. Soulignons tout de même aussi que les journalistes burkinabés exercent leur métier aujourd'hui dans un contexte sécuritaire plutôt difficile, depuis ces dernières années en tout cas. En tenez-vous compte, Noël, dans vos formations? Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, moi je dis à mes étudiants, c'est vrai, il faut de la témérité, mais il faut sauvegarder son intégrité. Savoir quand est-ce qu'il ne faut pas mettre en péril son intégrité physique. Parce que, voilà, si on n'est pas là, on n'écrit plus. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il faut tenir compte de tout cela. Il faut savoir où on met les pieds, tenir compte effectivement des différentes balises. Bon, on peut oser, mais il faut avoir un sixième sens pour savoir à quel moment il faut faire attention pour ne pas être forcément un faux héros. Parce que on préfère avoir le journaliste qui écrit toujours, qui produit pour en tout cas l'apprécier. Ouais, voilà. Pour l'apprécier. On peut également dire, M. Mahamadou Ouedraogo, qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, la presse numérique influe fortement sur nos modes d'opération, notre mode de travail. Oui,
non seulement sur nos modes de travail, mais même sur la vie des supports de presse. Vous savez que depuis la naissance et l'évolution de l'Internet, il y a eu plus de 10 000 titres de journaux qui ont disparu de la surface de la Terre. 10 000 titres, oui. C'est impressionnant. Et vous voyez chez nous combien de titres sont déjà morts, oui. Et voyez-vous. Et donc, c'est important de le savoir. L'autre aspect, c'est que ça donne lieu à toute une floraison d'articles et de livres sur ce qu'on appelle le journalisme citoyen, qui est, à mon avis, un terme assez forcé, parce que n'est pas journaliste qui veut. Et ça, ensuite, aussi, le gros problème, c'est que nos législations sont en retard sur cette forme de journalisme par le net. Et au niveau de l'éthique et de la déontologie, nous avons un retard à combler. Il y a bien sûr la netiquette qui a les règles d'usage minimal pour le net, mais c'est insuffisant. Donc nous avons du pain sur la planche. Et sur la planche, il faut rééquilibrer les choses. Est-ce qu'il faut légiférer justement dans ce domaine? Au Bénin, par exemple, ils viennent d'adopter, de promulguer une loi sur le numérique pour recadrer un peu les choses. Peut-être faudrait-il s'en inspirer et voir ce qu'il faut faire à l'échelle de tous nos États pour arriver à un certain équilibre, puisqu'aujourd'hui, tout le monde peut être journaliste finalement sur le numérique, sur les réseaux sociaux. Noëlda. Ben, on peut écrire sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas journaliste. Je pense qu'il y a quand même des critères. Hein. Déjà, ce que l'on publie, il faut vraiment que ce soit des informations, n'est-ce pas? Que ce soit des faits, et même si on doit opiner, que cette opinion soit fondée sur des faits. Si on ne tient pas compte de cela, et on veut juste dire des choses parce que on pense qu'on est camouflé quelque part et on peut nuire, je dirais, j'allais dire gratuitement à quelqu'un, ce n'est pas bien. Une année, j'ai été au Bénin et j'ai rencontré un ministre de la communication qui me disait que le journaliste est payé pour être bête et méchant. Je crois qu'il n'avait pas tort. Ah oui. Quand j'ai vu la floraison des journaux à l'époque et quand j'ai vu les contenus et la façon dont, heureusement qu'il y a de la tolérance, autrement, tous les jours, on devrait aligner les journalistes devant les tribunaux. Alors, si on parle des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, même chez nous, on essaie de voir comment légiférer, mais malheureusement, nous ne tenons pas les moteurs, nous ne tenons pas en tout cas les commandes de ces choses-là. C'est ça qui fait le danger. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça peut éviter des dérives. Les gens peuvent, à partir du moment où il y a les réseaux sociaux, faire attention pour éviter également de faire des abus. Oui, il faut absolument faire attention. Cela dit, il y a quand même aussi, par ailleurs, des choses très intéressantes et très pertinentes qui se publient sur ces réseaux. Vous avez peut-être des conseils pour les jeunes qui démarrent dans cette noble profession qui est la nôtre ou qui aspirent à devenir journaliste, Mamadou Ouedraogo, vous qui dirigez actuellement une école dans ce sens. Oui, d'abord, concernant les réseaux sociaux, dire que mon premier conseil, c'est d'éviter les fake news. Les fausses nouvelles qui empoisonnent la vie du pays, de la nation, et aussi qu'il faut voir si la légifération de ces textes-là doit être au niveau d'un pays ou de plusieurs pays, par exemple zone UMOA, par exemple CEDEAO, ou de tout le continent africain. Ça, c'est des alternatives intéressantes qu'il faut explorer. Maintenant, les conseils, c'est de leur dire que même si les Américains estiment que le journalisme n'est pas une profession, mais c'est un métier, parce que pour eux, pourquoi ils le disent? Parce que pour eux, une profession amène toujours à un ordre. Et pour y entrer, il faut prêter serment. Et il faut un ordre, un tableau où on met les noms de ceux qui méritent d'être dans l'ordre. Peu importe. Il faut savoir que c'est un métier qui mérite respect et c'est un métier sur lequel il faut travailler beaucoup avant de pouvoir porter les lauriers du succès. Si un journaliste qui commence à travailler cette année pense qu'il connaît déjà tout du journalisme, il pense qu'il est une star, eh bien, il se trompe lourdement. J'ai coutume de dire que
le journalisme, c'est comme le vin, ça se bonifie avec le temps, à condition de travailler, bien entendu. Ce n'est pas à 10 heures d'aller prendre le porc au four, de boire la bière ou le dolo, et là, on fait 20 ans, 30 ans, mais on ne deviendra jamais un bon journaliste. C'est travailler. Travailler encore très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, M. Noël-Da. Quel conseil pour les jeunes? Il faut être humble, il faut aller et accepter effectivement qu'on ne connaît pas quand on a effectivement un repère, on le disait tantôt, et vers qui il faut aller pour demander conseil. Si nous ne faisons pas ainsi, et que tout de suite on pense qu'on est une vedette, on connaît déjà, surtout que lorsque la moutarde monte, parce qu'on vous a distingué une fois en passant, ça peut faire problème. Donc l'humilité, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi qu'il faut savoir les normes, les questions d'éthique et de déontologie. Il ne faut pas méconnaître cela si on veut être performant. Il ne faut pas méconnaître cela si on veut être performant. En tout cas, c'était votre émission itinéraire. Je recevais Mahamoudou Ouedraogo, journaliste, enseignant, ancien ministre de la Communication. Actuellement, vous dirigez une école à l'université Aube Nouvelle qui s'occupe à la fois de journalisme, de communication et de cinéma. Exact. Et Noël Da, ancien directeur de la radiodiffusion nationale, ancien directeur général des éditions Sidoya, vous avez dirigé tour à tour le CFPI, puis l'ISTIC. Vous êtes à la retraite, mais vous êtes toujours passionné de formation. Vous continuez de dispenser des cours à l'ISTIC, qui est aujourd'hui donc notre école de référence pour les professionnels de la presse et de la communication. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Périscope. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre constante sollicitude et à toute l'équipe technique et de production de Burkina Info, menée aujourd'hui par Clarisse Benao à la réalisation. Et n'oubliez pas, je vous l'ai dit chaque semaine, prenons soin les uns des autres, mais prenons également date pour un prochain numéro de Périscope. Plaise à Dieu, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.